le plus ancien médecin de la SAMG. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous et très content de vous rencontrer. Vous êtes venus de partout, du territoire algérien, du continent. Moi, je dirais c'est un continent. Alors, c'est un honneur pour moi de vous avoir en face et d'avoir mes invités du panel qui sont professeur Gassem Wardia qui représente le ministère de l'Enseignement supérieur. Elle est sous-directrice de la formation médicale et vétérinaire. C'est bien ça. Et professeur Terit, qu'on aime beaucoup. Moi aussi. Alors c'est la présidente du comité national de la réforme pédagogique. C'est bien ça. De la médecine graduée. Voilà. C'est-à-dire, c'est entre guillemets, c'est elle qui s'occupe de la spécialisation, de la médecine générale. Alors, de l'autre côté, vous savez, c'est l'équilibre. Vous avez le président, mon frère, le président de la Société algérienne de médecine générale, et le représentant de médecine générale, Dr Nzad, président du collège de médecine générale de Mostaganem, et Dr Hamdi Khan, membre du bureau national. Alors, pour commencer, on va faire d'abord en 3 étapes. On a 60 minutes, on compte les minutes. Alors, 60 minutes. La première 20 minutes, on va parler de l'état des lieux, puis un petit débat, et puis on va voir les définitions et les caractéristiques de la médecine générale. 20 minutes, et puis les dernières 20 minutes, les propositions de la Société algérienne de médecine générale. Alors, vous êtes bien dans le thème de la spécialisation de la médecine générale. C'est une proposition de la Société algérienne de médecine générale. Alors, Madame Taouni, parce que là, j'ai pas la main, elle est trop courte pour arriver au micro. Alors, l'état des lieux. Alors, pour l'état des lieux, je fais pas je suis en technologie, hein. Mon bras est devenu lent tout d'un coup. Je fais comme ça. Voilà. Alors, pour l'état des lieux, je vous rapporte ça. Ça, c'est la loi. C'est la loi du ministère de l'Enseignement supérieur, l'enseignement de la médecine. Le doctorat en médecine. Alors, dans le doctorat en médecine, vous voyez qu'il y a le premier cycle de 2 ans, le second cycle intitulé clinique de 3 parties, en 3 parties, 4 semestres d'enseignement clinique intégré, 3 semestres consacrés à l'enseignement de spécialité et 11 mois de stage interné dans les services hospitaliers. Ça fait en tout 7 ans pour être docteur en médecine. Et cette loi est en train d'être changée. Docteur Terit, professeur Terit, elle fait partie, elle est présidente du comité pédagogique national de la filière médicale. Et donc, c'est elles qui sont en train de réfléchir pour réformer ce programme. Il a déjà commencé, je pense, il est arrivé à la 4e ou la 5e année. Donc, ils sont arrivés à la 5e année. Donc, on est venu là, c'est un bon moment pour provoquer cette discussion. Alors, autre chose, l'état des lieux, la loi qui donne les tâches du médecin généraliste. Et vous voyez dans les tâches, définition des tâches, le médecin généraliste, c'est lui qui fait le diagnostic, les soins, la protection maternelle et infantile. Vous avez, c'est des textes de loi qui nous ouvrent les conditions légales pour exercer. D'accord ? Et à la fin, il participe à la formation du personnel de la santé. Alors, l'état des lieux, il y a des situations endogènes à la formation et des situations exogènes de la formation qui nous ont envoyés à cette situation inadaptée du médecin généraliste. Alors, dans les situations endogènes, les étudiants. Alors, la médecine générale n'est plus attractive pour les jeunes. Si vous demandez à un jeune qui fait médecine, il va dire que je vais faire spécialité à 95%. Donc, elle n'est pas attractive. Deuxièmement, les formateurs. Alors, les formateurs de la médecine générale ne sont pas des professionnels de la discipline. On a été tous formés par des spécialistes mais on n'a pas été formés par des spécialistes en médecine générale. Et nous exerçons la médecine générale. C'est un problème. La formation. À la formation, nous ne sommes pas contextualisés. Et loin des situations réelles en médecine générale. Vous savez, l'avènement des CHU il a commencé en 1954. En 1954, nous avons le CHU à Alger et Oran. Et ces CHU,
ils ont un problème, un très grand, grave problème, c'est qu'ils ont centralisé l'hôpital. On est devenu hospitalo-centriste. La philosophie de la formation en médecine a été hospitalière. Et c'est là il y a eu une éclosion des différentes spécialités, mais quelque part, on a négligé la médecine générale. Et c'est pourquoi on a suivi la formation qui se fait au niveau du CHU, et donc elle ne se fait pas au niveau où exerce ce médecin généraliste. La formation pratique sont dévalorisées par un manque de terrain de stage, d'encadrement dans le domaine. Dans le cursus de formation, on va voir toutes les spécialités, sauf la médecine générale. Alors, les résultats. L'enseignement de la médecine générale, il y a absence de formation spécifique. Vous avez une formation de médecine de base, c'est le docteur en médecine, ce n'est pas la médecine générale. Et vous avez une formation inadaptée aux soins primaires. On a été formé par des hospitalo universitaires, c'est de la santé secondaire, avec des actes de base, mais on n'est pas formé dans la formation spécifique en médecine générale. Le problème. On est considéré comme des médecins généralistes par l'échec du résidenat. Ça aussi, c'est un autre problème. C'est ceux qui ont un échec de résidenat ou qui ne font pas résidenat sont considérés des médecins par échec. Situation exogène. Alors là, il faut comprendre une chose. La population. Alors là, je tiens à rendre hommage quand même. On n'est pas là pour critiquer, on est là pour faire un état des lieux. Et je rends hommage, moi par contre, je rends hommage à ces médecins, à ces professionnels de la santé, à tous ces administrateurs et à tous qui ont géré les différents ministères, parce que vous savez bien qu'à l'indépendance, nous étions une centaine de médecins et 9 millions d'habitants. Et gérer ça, et actuellement on est à une trentaine de mille habitants avec 44 000 habitants et 30 000 médecins. Et gérer ça aussi, c'est difficile, ce n'est pas facile. Et surtout actuellement, le nouveau besoin induit par l'évolution de la population algérienne en pleine croissance et en quête de meilleure qualité de vie. Le besoin de la population est augmenté. Il y a une forte demande pour la population à des soins de qualité. Mieux informer, exigeante sur la prévention, les soins de qualité et à l'écoute et à l'empathie. Chose qu'on n'a pas été formé. Alors, les maladies, c'est très important aussi. Il y a un changement aussi qui s'est avéré. Parce que le programme de formation médicale n'a pas changé depuis très longtemps. Alors que la situation de la population change. Alors la transition épidémiologique, actuellement, nous n'avons pas le choléra et la typhoïde, nous avons surtout des maladies chroniques non transmissibles liées à de nouveaux facteurs de risque devenus prioritaires en santé publique. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier, c'est pourquoi j'ai posé la question à M. Dlaknas, l'engorgement des hôpitaux avec les consommations exorbitantes des dépenses et surtout une consultation en médecine générale, c'est-à-dire que pour les patients, la médecine générale est toujours attractive. Il y a 10 fois plus de nombre de consultations en médecine générale que les autres spécialités. Donc c'est la place de ce médecin généraliste, entre guillemets, parce que ce n'est qu'un docteur en médecine. Et puis les crises majeures, la Covid. La Covid, elle a démontré que la place cruciale du médecin de soins primaires était primordiale à la sauvegarde de toute la société. Et donc, cette professionnel de la santé est important de le doter de moyens et de compétences adaptées. Alors, dans le monde, alors si vous lisez, dans le monde, il y a eu, d'ailleurs, la formation médicale algérienne a été inspirée parce qu'elle a été présente à Alma-Ata en 1978. L'OMS a initié de se consacrer aux soins primaires et l'importance des soins primaires. Mais il y a eu aussi Astana 2018, 40 ans plus tard. Tous les pays du monde entier, sous l'égide de l'OMS, ils se sont rencontrés pour étudier la question des soins primaires. Et il est ressorti qu'il faudrait une couverture universelle avec une meilleure qualité des soins et pour tous. Écoutez bien ces mots. Qualité des soins et pour tous. Et là, quand on dit pour tous, c'est les soins primaires. La qualité des soins, elle reste prioritaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, qualité des soins? Je suis allé au dictionnaire voir à l'OMS ce que ça veut dire qualité des soins.
Alors, c'est garantir que chaque patient reçoive la combinaison d'actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en termes de santé, conformément à l'état actuel de la science médicale, la formation, au meilleur coût pour un même résultat, au moindre risque iatrogène et pour sa plus grande satisfaction en termes de procédures, de résultats et de contacts humains à l'intérieur du système de soins. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est tout à fait les compétences d'un médecin généraliste. Tout médecin. Cependant, la formation en médecine n'a pas encore intégré les nouvelles spécialités médicales en graduation pour faire face à cette transition. Heureusement, j'ai entendu dernièrement que notre ministère de l'Enseignement supérieur va spécialiser les médecins urgentistes. C'est très bien, ça fait partie de relever les compétences d'un des secteurs, mais pas totalement. 90% de la population est soignée chez ce médecin dit généraliste. Continue à réserver une large part des programmes, on continue encore à réserver une large part des programmes de formation à des maladies en nette régression. Dans notre cursus, on a vu beaucoup de choses et qu'on n'a jamais vu presque dans notre pratique quotidienne. Dans notre pratique quotidienne, on est en train de voir des choses dont on a formé peut-être un semestre ou deux. Alors, je lance ce débat. Alors, à votre avis, pour l'état de la médecine générale en Algérie, pour l'état des lieux, oui. Oui, bien sûr. Vous pouvez faire venir M. Tléba. Oui. Soyez bien. Oh, c'est pour ça que je suis descendu. Voilà. Il y a aussi le professeur Pekeni qui est en atelier. Voilà. Mais Monsieur Tléba a toute son importance d'être là parce que on va dire qu'on a été là en 2015 quand tout a commencé et que la refonte a commencé. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Je voudrais dire que... Juste pardon, avant aussi je vais présenter le docteur Bemberno aussi, la représentante du ministre de la Santé aussi. Merci d'être parmi nous, docteur Bemberno. Salut. Content de te voir. Voilà. Bien. Alors, oui. Je crois que c'est important que je disais que le professeur Tléba soit avec nous parce que la refonte a commencé en 2015. 2015 exactement, le travail a commencé. Et je voudrais juste apporter quelque chose, c'est que la première loi sur l'enseignement supérieur, c'était en 72. Et ensuite, il y a eu une évolution, évidemment. Il y a eu les études de médecine, le cursus a été défini. Ensuite, il y a eu un changement en 1994 avec l'allongement d'une année où on a rajouté la sémiologie et l'anapathe se déroulaient durant toute la 3e année et la 6e année était consacrée à la médecine d'urgence, au droit médical, la psychologie, etc. et l'internat de 12 mois avec un mois de congé. Ensuite, ce qui s'est passé également entre-temps, c'est qu'il y a eu du travail quand même qui a été fait, même si ça n'a pas été beaucoup médiatisé. Mais il y a eu en 2001 un atelier très important à Biskra qui s'appelait le profil du médecin généraliste. D'ailleurs, on disait Biskra 3 parce qu'il y a eu Biskra 1, Biskra 2, Biskra 3 en 2003 sous la direction du professeur Isaac. Ensuite, en 2015, quand la réflexion a commencé sur la refonte et non la réforme du cursus, nous avons d'abord travaillé sur des principes. Le principe qui était de travailler sur les futures compétences du formé. On n'était plus dans les connaissances simples, on était dans l'acquisition de compétences. Et c'est pour cela que dans le cursus, et en particulier dans le cursus clinique, il y a actuellement une évaluation théorique et une évaluation clinique avec un carnet de stage et un ECOS, c'est-à-dire qu'à l'issue de chaque unité, nous ne parlons plus de modules, nous parlons d'unité parce que nous sommes dans la pluridisciplinarité, nous encourageons cela. Donc, il y a, à l'issue de l'unité, il y a une validation de compétences cliniques avec une évaluation clinique objective séquentielle. C'est-à-dire que l'étudiant, pour valider son stage clinique, ce n'est pas seulement la présence maintenant, mais il a quelqu'un qui le parraine
et qui fait en sorte qu'il ait acquis des compétences qui sont prédéfinies dans toutes les unités jusqu'à la 6e année. Également dans la 3e année pour la sémiologie, puisque le carnet également a été complètement changé. Par ailleurs, pour mettre au cœur la clinique dans la formation, les étudiants de médecine en première année ont bénéficié d'une formation en secourisme. Ils sont secouristes de niveau 1, tous, c'est-à-dire que les facultés sont chargées de les former. Ils ont en 2e année un stage de soins infirmiers, d'accord, normalement de 21 jours, avec des compétences qui sont identifiées. Et le principe qui a été retenu, c'est que ce stage ait lieu dans les structures à proximité du lieu de résidence des étudiants, puisque les étudiants, vous savez, viennent de toutes les régions du pays. C'est également pour que les personnes s'intègrent de leur région et apprennent à travailler en équipe, etc. Les modalités de formation maintenant, concernant l'encadrement, pour l'enseignement théorique, évidemment, il y a les enseignants hospitalo-universitaires. Pour l'enseignement clinique, il y a essentiellement 2 catégories qui ont été identifiées. Il y a les maîtres de stage, qui sont des hospitalo-universitaires, et les tuteurs, qui sont les médecins de santé publique, et les résidents à partir de la 3e, 4e et 5e année. C'est-à-dire 1re, 2e année n'ont pas le droit d'être tuteurs, et ces personnes-là bénéficient également d'une formation de base. Élément important également, c'est la signature d'une convention avec le ministère de la Santé pour que nos étudiants puissent aller dans les structures périphériques. Cette convention générale a été signée. Ensuite, chaque faculté, après identification des possibles terrains de stage, établit une convention avec la DSP. Et au niveau de cette DSP, ce sont évidemment les responsables de la formation au niveau des facultés qui valident les terrains de stage et qui valident également les tuteurs qui vont recevoir ces futurs apprenants. Parce que vous pensez bien qu'un internat, s'il peut le faire dans le service pédiatrique qui approche de son domicile, c'est beaucoup plus intéressant, etc. Donc voilà pour ce qui est de l'encadrement et qui a été défini. Pour ce qui est de l'introduction des nouveaux enseignements, en première année, ce qui a changé, il y a ça s'appelle encore module, ça c'est resté encore dans la forme, il y a un module de physiologie générale, il y a un module qui s'appelle santé, société et humanité, où il y a des cours d'histoire de la médecine, il y a des cours de psychologie médicale, des bases de psychologie médicale, de droit, d'éthique, de santé publique, et même 2 cours sur la qualité des soins et sur les normes en santé. Ce qui peut paraître un peu ambitieux, mais c'est normal qu'on l'introduise. Ensuite, en 2e année, nous n'avons plus le module d'histologie, d'anatomie, etc., comme on l'a tous vécu et subi. Nous avons mis autour d'une même fonction toutes les matières. C'est-à-dire que pour l'appareil, on a appareil locomoteur, appareil génital, digestif, etc. Chaque unité, il y a l'enseignement d'anatomie, l'enseignement d'histologie, de cytologie, de biophysique, etc. C'est une évaluation également qui est, disons, homogène entre les différents enseignants. Et ça, disons, voilà comment c'est en train de fonctionner. Maintenant, sur le plan de évidemment, nous travaillons également sur l'amélioration du système d'évaluation théorique, parce que vous savez que beaucoup d'entre nous utilisent le QCM, et le QCM, vous savez, a ses limites, mais nous y travaillons puisque les équipes d'enseignants sont complètement conscientes qu'il faut élever le niveau, c'est-à-dire ne pas rester au niveau 1 ou 2, mais augmenter le niveau d'évaluation. Donc je m'arrête là pour ce qui est du cursus, les grands changements qui ont été faits. Et nous avons donc les carnets et nous sommes en train de finaliser la 6e année. Voilà. Là, c'est pour le doctorat en médecine. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir dans le panel? Parce que là, je vous laisse la liberté d'intervenir. S'il vous plaît, Aziz, 2 questions. Il y a dans le panel, Merci pour cette présentation. Ce que je voulais savoir, c'est que c'est bien ce que vous avez fait pour la différence entre l'ancien système de notre formation initiale et celle actuelle. C'est vrai que
Alors là, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on est toujours, malgré le changement, on est toujours dit docteur en médecine, on n'est toujours pas médecin généraliste. Par rapport au stage, au carnet de stage, et par rapport aux maîtres de stage et des tuteurs. Pour les maîtres de stage, vous choisissez toujours l'hôpital universitaire. Pour les enseignants, c'est toujours les hôpitaux universitaires. Donc, elle est où la place de la médecine générale chez les étudiants? Parce que là, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire médecine générale. On est toujours rappelé par défaut. Alors, je ne comprends pas pourquoi jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas choisi parmi les maîtres de stage ou les tuteurs de stage, des anciens qui ont vécu quand même des années d'expérience dans leur cabinet. Parce qu'on sait qu'un médecin généraliste, en vérité spécialiste, ce n'est qu'un médecin généraliste libéral. La médecine générale ne s'exerce pas au sein d'un hôpital, la médecine générale ne s'exerce qu'en proximité par rapport aux ESP et par rapport au libéral. Donc, comment l'étudiant peut aller vers la connaissance de la médecine générale d'une manière vaste s'il reste toujours dans l'hôpital universitaire? Je vous remercie. Là, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la définition d'ailleurs. Parce que là, on comprendrait encore mieux si on allait aborder la définition de la médecine générale. Nous avons abordé seulement les 2 premiers cycles, madame. Le Comité national de médecine graduée a travaillé sur le 3e cycle. Le 3e cycle qui, lui, sera consacré à la spécialisation. Je n'ai donné que les informations sur le premier cycle de 3 ans et le second cycle de 3 ans. Ça veut dire que le 3e cycle, c'est après. Il y a un 3e cycle qui est prévu. Il sera prévu dans combien de temps? Oui, à peu près, pour avoir une idée. Dans combien de temps, madame? Écoutez, M. Tafat, vous étiez avec nous au ministère de l'Enseignement supérieur. On avait débattu ça, donc pour une première, on a fait un séminaire de poursuite de la refonte médicale. Et dans cette perspective, on avait parlé d'un TCEM, c'est le 3e cycle. Ce 3e cycle, vous avez parlé, vous avez communiqué avec M. Hadji. J'ai communiqué, on a dit qu'est-ce qu'on va faire dans ce 3e cycle. On a dit que ce serait très bien de spécialiser le médecin général. Ce médecin général qui est un point focal d'un médecin de famille. C'est un médecin qui est décideur, qui va être, c'est lui qui va prendre en charge en premier lieu toute la masse de ses patients. Donc ce projet-là, nous l'avons soumis au ministère de la Santé parce qu'on ne peut pas travailler sans. C'est un partenaire assez important, c'est vraiment un maillon très fort. Donc, que l'ancien ministre avait vraiment été séduit sur place par cette idée. Et après, on est en train on vient de terminer la 6e année, on a bouclé le DCM et il y a beaucoup de perspectives pour le DCM. Donc, le chantier n'a pas encore commencé. En ce qui concerne le contenu et la façon et l'organisation et la durée du TCM. Ce qu'on sait, c'est que l'idée a été bien perçue par les 2 ministères et on va y travailler, Inch'Allah. Beaucoup pour votre éclaircissement. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit... Attends 2 minutes, on a vu le cursus et il y a une inquiétude. Vis-à-vis de l'étudiant. Un étudiant de médecine, quand il va commencer la première année, il va faire le cursus que vous avez fait. Il va rencontrer la médecine générale quand? Parce que quand on regarde le cursus que vous êtes en train de faire, c'est qu'il va rencontrer toutes les autres spécialités et donc il va faire son choix. Je vais être cardio, je vais être pneumo. Il ne va pas rencontrer la médecine générale jusqu'à la dernière année. Et donc, il ne va pas rencontrer la médecine générale, donc il ne va pas la choisir. Et on a quelque part dévalorisé la médecine générale. Enfin. Il n'y a pas une unité médecine générale. On a rajouté deux unités, on a rajouté la personne âgée, on a rajouté les personnes âgées, les maladies systémiques. Il y a également actuellement l'onco-hématologie, parce que l'oncologie n'a jamais été enseignée. Il y a également l'unité
santé publique, épidémiologie, avec l'initiation à la lecture critique d'articles qui va être faite en 6e année. Maintenant, pour la médecine générale, évidemment, au cours du cursus, l'étudiant participe à des consultations. Il se trouve que, au niveau du cursus, on ne peut pas mettre l'unité médecine générale. Maintenant, à partir du TCEM, à partir de la 6e année, vous avez assisté, M. Tafat et M. Hadjidj, au ministère, c'est il y a 1 an exactement, où nous avons fait la proposition qu'il y ait un 3e cycle, avec une formation dédiée qui s'appellera médecin spécialiste en médecine générale ou santé communautaire, et donc, ou médecin de famille. À partir de là, le cursus, comme a dit le professeur Gassem, le contenu, les compétences, etc., évidemment, vont être soumises à discussion, puisque c'est long. Les terrains de stage, évidemment, il y aura le terrain de stage obligatoire dans un cabinet, qu'il soit libéral ou qu'il soit public, parce que nous avons également nos collègues du public. Moi, j'ai appris ma pédiatrie au dispensaire des Dunes à Cheraga avec un médecin général. Avec un médecin généraliste, c'est comme ça qu'on a été formé, monsieur, en 1900, dans le siècle dernier. Je ne dis pas parce que je suis trop vieille à ce moment-là. Donc là, je vous dis, c'est-à-dire que la problématique, c'est que déjà, l'hospitalocentrisme, nous sommes en train d'en sortir, puisque nous sommes en train de mettre les étudiants à l'extérieur de l'hôpital. Vous pensez bien que la convention avec le ministère de la Santé, c'est un très très grand acquis pour nous, parce qu'on le faisait au noir, madame. On travaillait au noir avec les structures périphériques. Mais maintenant, les gens vont avoir un statut et une reconnaissance. C'est ce que nous demandons également. Parce que même nos collègues spécialistes ont besoin d'être reconnus. Maintenant, on va me poser la question, j'avance. On va me dire, et nous, qui avons déjà été formés? On y a pensé aussi. J'ai envie de rajouter un peu... je vais être... la refonte médicale, elle s'est faite pas pour avoir un bon spécialiste, pour qu'on se mette d'accord. Parce que pour avoir un bon spécialiste, moi je crois qu'il y a, après le test, il y a le résidana, celui qui veut faire cardio, il va vraiment être spécialiste en cardiologie, celui qui va faire pédiatrie. La refonte médicale a été faite pour que l'étudiant en médecine, l'étudiant algérien, va acquérir plusieurs formations, cardiologie, ORL, gériatrie, maladie de système, pour qu'il soit un étudiant de 7 étoiles. On lui a rajouté 2 étoiles. Donc celui-là, je crois qu'il peut être un médecin généraliste. C'est quoi la médecine générale? C'est-à-dire, c'est des connaissances. Pour que la médecine générale soit une unité à part entière, en spécialité, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne vois pas un module de médecine générale. Ce module de médecine générale, il va toucher quoi? Il va toucher le cœur, le digestif, le cerveau, toute la sémiologie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Donc, la refonte a été faite pour qu'on ait un bon médecin général, un médecin général qui s'ouvre à ce qui se passe dans le monde entier. Ce qui lui manquait, c'est peut-être des précisions, de canaliser l'information. Et dans ces cas-là, moi je crois que la refonte médicale, et on est en train de voir, Inch'Allah, on va voir beaucoup de résultats, mais on est en train de voir ses fruits. Donc, moi, pour le DM, le doctorat en médecine, c'est le médecin généraliste qui est un médecin généraliste. Il n'y aura plus de médecin généraliste. Quand on va faire le TCM, il y aura le spécialiste en médecine générale. Et c'est là, dans la spécialité de médecine générale, c'est là où il y aura vraiment une stigmatisation de cette médecine générale. Ce sera vraiment un médecin généraliste, spécialiste, qui est au-devant de la scène, celui qui absorbe 60%, celui qui va orienter, celui qui va décider, celui qui va prescrire, celui qui va suivre. C'est ça. Je ne sais pas ce que j'étais claire, parce que là, quand j'ai entendu un module de médecine générale, je me suis dit, ah d'accord. Ah, vous avez dit aussi. Non, j'ai pas dit module.
je dis la rencontre, ouais. D'accord. terrain de stage se font à l'extérieur pour rencontrer le médecin. Là, je crois qu'on a réglé le problème. C'est المؤسسات الجوارية الصحية à mon avis va régler pas mal de problèmes. Et سيكون هذاك الاحتكاك مع المواطن اللي ما يقدرش يروح إلى المستشفيات المركزية والمستشفيات الجامعية. تكون هناك الاحتكاك مع الطبيب العام اللي كانت عنده تجربة عميقة، وهذاك الطالب راح يستفاد من هذا الاحتكاك. D'accord, donc on s'est mis d'accord et je crois que normalement il faudra diffuser ce qu'on a fait. Il y a une année déjà qu'on a parlé de ça. Moi je croyais que je vais trouver des médecins qui sont au courant de ce qu'on est en train de faire. Oui, de réserve sur la spécialisation. D'accord. Non, on est discipliné. Alors, je vais donner la parole à notre invité. 2 minutes. Et on doit avancer parce que j'ai 60 minutes, je crois que c'est débordé. Vous avez vu? D'accord. أنا باش نحكي بحكم عنا الإكسبيريونس في تونس سابقة تزاير تقريبا 6 ولا 7 سنين. سي بريسك لو ميم ديسكور اللي تطرح il y a 6 ans. On était bien فرحانين la médecine générale مش تولي spécialité et tout. وهبط un décret اللي يقول non قبل 341 يقول tout docteur en médecine qui exerce depuis plus que 2 ans est systématiquement spécialiste en médecine de famille. Donc, هذا الدكري il nous a rassurés. وبعدين تفاجأنا بعد ما ولات une spécialité la médecine de famille ولات spécialité. بعدها هبطوا une loi ou un projet de loi jusqu'à maintenant projet de loi 341 اللي ولا يقول non pour les médecins ancien régime ils ne seront jamais des spécialistes en médecine de famille. C'était un blocage total par les 4 doyens de faculté de médecine. Donc هنا أول حاجة اللي نقولها لكم c'est bien de spécialiser notre médecine générale mais يلزم دي فري لوا مش دي دوكري اللي تخرج قبل spécialisation des médecins de famille. معناتها كيما نقول احنا STMGF انتم SAMG انتم لهنا تو pour défendre les médecins généralistes. تو قاعدين تحكيوا على les étudiants en médecine de première ligne ou en médecine générale. Donc خموا في هذه الامور للمستقبل قبل خاطر vous allez être confronté à des situations très graves. Exemple, juste, on ne défend pas le médecin généraliste. Ça, c'est les syndicats. D'accord, les syndicats. On défend la médecine générale. Mais حتى les études. هي ممكن زي ما وصلناش. تنديروا la spécialisation. Bien entendu, le débat, vous allez voir qu'on n'a pas oublié les médecins qui exercent. Le maître de stage, c'est كيف كيف. Il y a les maîtres de stage. Les maîtres de stage. يلزم فري ستاتيو قبل ما تبداو تحكيو في البروبليم فري ستاتيو بور لي ميتر دو ستاج مش نخدموا دي ميتر دو ستاج تو وبعدين بعد 3-4 سنين ولا 5 سنين كي يجيو دي ميدسان دو فامي نوليو نستغناو على القدم دونك يلزم ان فري ستاتيو بور لي ميتر دو ستاج والكيستيون est-ce qu'il y a un cursus pour des cursus universitaires pour la médecine de première ligne. On va aborder la question. Marc Lovik, merci beaucoup. معليش oui حمدي كان في rapide. C'est une table ronde. Oui, mais on va écouter. D'accord, mais attends, خلينا نشوفوا الآخر. Et puis j'ai donné la parole à la salle. C'est bon. On n'est pas ministre, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Là, je suis tenu par le temps. Et on ne va pas perdre de temps. Vous allez, si vous avez des questions, allez. Merci, docteur Haji. Il faut être rapide, s'il vous plaît. Super rapide, TGV. D'après votre analyse, professeur, ce que vous avez donné comme analyse, il n'y aura jamais une chaire de médecine générale dans une école de médecine. Si
Bonsoir. Notre invité. Alors, bon, si on revient à la loi sanitaire de 2018, qui a été publiée, elle est bien claire. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, bon, c'est évidemment la spécialisation en médecine générale, c'est un vœu, c'est un souhait, ok. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est à court terme. Je crois qu'il faut revenir au parcours des soins. Le parcours des soins, il y a un article 22 de la loi sanitaire 2018 qui est appliqué à l'hôpital, puisque le médecin référent est le médecin généraliste. Je vous demande de lire cet article. Je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça, parce que ça fait une page. Moi, à mon sens, il faut revenir au parcours au bon sens. C'est au pouvoir public d'aider le généraliste à être réellement un médecin référent. Parce que par les spécialités, de modules et tout, c'est souhaitable. Mais ça va être dans quelques années. Nous savons que ce qui nous intéresse, c'est la pratique actuelle. C'est comment faire. Voilà, c'est mon avis. Hein, merci. Merci beaucoup. Professeur Flick. Merci, merci Dr Hajij. Merci les amis de m'avoir invité à cette table ronde, de m'avoir fait l'honneur de ma qualité déjà d'expert au ministère de l'Enseignement supérieur. J'étais chargé de faire un peu le chemin de chasse-neige pour voir ce que c'est la médecine générale dans le monde, et ça m'a permis de revoir 17 systèmes dans le monde. Là, j'ai un premier message à partager. Je pense qu'on ne doit pas polémiquer est-ce que oui ou non médecine générale spécialisée, c'est clair, les pays développés ont dépassé ce cap depuis longtemps. Tout le monde, les pays du Nord, sont passés de la médecine générale comme c'est le cas d'aujourd'hui, à la médecine générale spécialisée. Et maintenant, ils sont en train même de prolonger les années. Les Tunisiens, avec deux lois d'orientation de 2 ans, plus une deuxième loi d'orientation de 3 ans. Donc, ils sont en train d'installer et d'instaurer la médecine générale comme étant une spécialité à part entière. Je pense que le débat doit plus être centré sur oui ou non. Ils sont partis plus loin, au point où maintenant ils ont introduit le cycle LMD dans la médecine générale pour aller vers l'habilitation des soins. Donc quand on dit médecine générale, habilitation des soins, Bac plus 3, après 2 années l'équivalent du master, après le doctorat, après avec des systèmes de sortie, 3e année, 6e année, etc. Donc pour recentrer un peu le débat, là, comme il a dit le collègue tout à l'heure, on est tous médecins, on est praticiens. Quelles sont les bases de la médecine? Quel est le besoin de la médecine générale? Parce qu'après, c'est une fuite en avant. On va former, ça devient un dogme, médecine générale, donc une revendication, mais quel est l'aboutissement, quelle est la portée, et quelles sont les attributions, les devoirs et les droits d'un médecin généraliste? Je pense qu'il faut recentrer le débat, la réflexion, sur les devoirs et les attributions du médecin généraliste. Qu'est-ce qu'il va faire le médecin généraliste? Dans notre contexte, les premiers qui ont pensé à la médecine générale, c'était les Canadiens. Pourquoi? Depuis les années 60. Je ne parle pas des années 50, c'était juste des réflexions. La médecine générale a été installée comme pratique en 1974, d'abord au Canada, parce qu'ils ont une vastité de leur terrain, de leur territoire. Ils parlent de déserts sanitaires, etc. Donc, vous voyez déjà, la médecine qui est basée sur 4 principes: efficacité, efficience, qualité et équité. Comment pouvoir couvrir un territoire national? Et nous sommes comme dit l'OMS parle de fardeau sanitaire, c'est un terme qui est approuvé et utilisé donc dans le langage médical. Nous sommes un pays qui a sur son dos plusieurs fardeaux. Déjà, Al-Mahata, en 74, en 78, on disait qu'il y aura 2 fardeaux dans le monde, le fardeau des maladies transmissibles pour les pays du Sud et le fardeau des maladies donc métaboliques et le cancer dans les pays du Nord. Et maintenant, on voit que les 2 fardeaux s'accumulent, voire d'autres fardeaux qui s'accumulent sur notre dos. Donc la mission, elle est très, très, très difficile.
C'est ça le message qu'il faut. Donc c'est très sérieux de parler de la médecine générale parce que notre mission, le médecin généraliste, quelle est sa place? Est-ce que c'est une place de valorisation de l'existant? Est-ce que qu'on dit médecin généraliste spécialisé pour donner de la valeur aux médecins généralistes d'aujourd'hui? Je ne pense pas que c'est le cas. C'est une place centrale. Il a parlé, le collègue, du parcours des soins. Moi, j'irai plus loin, on va dire l'offre des soins. Dans l'offre des soins, vous avez le parcours des soins, vous avez la hiérarchisation des soins. Il y a plusieurs tiroirs qu'on doit tirer. Quand on parle d'hiérarchisation des soins, le médecin généraliste spécialiste, c'est le médecin référent, c'est le médecin de famille, c'est le médecin communautaire, etc. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, en matière déjà de service civil, dans les endroits éloignés, on en voit plusieurs spécialistes qui ne travaillent pas. Alors, il vaut mieux mettre un seul spécialiste en médecine générale, qui va faire tout ça. Et comment le préparer par contre? Pour qu'il puisse faire une césarienne, pour qu'il puisse faire un trou de trépan, pour qu'il puisse faire les urgences. Ce que tout spécialiste, de manière basique, pourrait faire. Maintenant, si on prépare des médecins généralistes au même titre que les médecins généralistes d'aujourd'hui, et qui vont rester, parce que la projection, c'est qu'il y ait aussi deux parcours de médecins généralistes. Le médecin généraliste qui va aller donc dans la société, donc dans la communauté, et le médecin généraliste qui doit rester dans une faculté. Il est tout à fait clair, madame, qu'il n'y a pas mieux qu'un médecin généraliste pour former un médecin généraliste. Il n'y a pas mieux qu'un infirmier pour former un infirmier. C'est une erreur de former un infirmier par un médecin ou de former un médecin généraliste par un spécialiste. Et nous avons ressenti ça depuis longtemps dans les CHU. En neurochirurgie, je reçois des étudiants en neurochirurgie, je ne sais plus quoi leur faire. Alors s'il y a un référentiel, je leur donne seulement les urgences. Alors, la médecine générale, plus tard, certainement, c'est la projection. Et encore une fois, je parle en mon nom propre, parce qu'après, il y a une tutelle qui va décider avec un comité d'experts. Mais la médecine générale plus tard, il y aura certainement des maîtres de conférences, des maîtres assistants, des professeurs, mais pas tout le monde. Une faculté, elle peut contenir un département de médecine générale. Mais la pléthore de médecins généralistes que nous allons former, où est-ce qu'ils vont partir? Il faut leur préparer déjà un socle de formation et surtout un socle d'activité, de rôle. Voilà, peut-être j'ai tardé. Deuxième point auquel je voudrais insister, peut-être un message, parce que on va vers la mondialisation. Vous savez, tout est en train de se mondialiser. Maintenant, déjà, c'est pas philosophique, quoi. La monnaie se mondialise. Maintenant, il y a la banque centrale. Dans très peu de temps, il n'y aura plus de banque centrale. Il y aura la crypto-monnaie, les crypto-monnaies, une monnaie virtuelle, et on ne passe pas. L'Internet, dans très peu de temps, il y aura un satellite, tout le monde sera connecté. Tout sera décentralisé. Donc, pareil, dans très peu de temps, puisque la WFME, la World Federation for Medical Education, a décidé en 2023, une faculté qui n'est pas accréditée, et de ce fait, un diplôme qui n'est pas accrédité, son diplôme n'est pas reconnu. Donc il n'y aura plus de mobilité, etc. Donc il faudrait qu'on pense dès maintenant, à l'accréditation. Et quand on dit accréditation, à titre individuel, c'est l'habilitation aux soins. C'est un point très important. Il faut qu'on pense à l'habilitation des soins. Et c'est quoi l'habilitation des soins? On est médecin universitaire, c'est vrai, quand on fait un cursus universitaire dans une enceinte universitaire. Est-ce que le fait d'avoir un diplôme nous autorise à travailler? Non, pas du tout. L'habilitation aux soins, c'est de former, de certifier déjà l'existant. Maintenant, il y a des médecins généralistes, il y a des médecins spécialistes. Est-ce que nous sommes tous certifiés? Nous avons un diplôme, mais est-ce que nous sommes certifiés? Il faudrait qu'on pense à certifier l'existant, à habiliter l'existant. Par exemple, cette enceinte, cette rencontre est une rencontre scientifique. Moi, j'aurais donné des crédits, 20 points à cette rencontre. Et celui qui cumule 100 crédits par année, il aura une attestation d'habilitation aux soins. Et ça pourrait régler les problèmes déjà des tuteurs. Demain, on va chercher des maîtres de stage et des tuteurs parmi les médecins généralistes. Celui qui n'a jamais lu un livre, quelqu'un qui vient et dit « j'ai lu un livre », des nouveautés, des urgences ou de médecine, je lui donne 10 points. Après, il cumule 100 points. Celui qui vient avec un certain nombre de points, je dirais qu'il est actualisé, qu'il est dans la boucle, qu'il est habilité
à soigner et puis à former. Je ne vais pas m'étaler encore plus, les idées sont nombreuses. Donc, je vous remercie. On doit avancer un texte Sahara. On va passer, si vous avez quelque chose à dire. Oui, il y a. Mais on doit avancer et puis je remets là. Alors voilà, on n'a même pas vu la définition. Alors, la définition de. C'est vrai, qu'est-ce qu'on est? Médecin généraliste. La définition de médecine générale, je connais Arfa. C'est important. Alors, dans le monde, il y a l'OMS avec la ONCA qui ont défini le médecin généraliste. Alors, la médecine générale, médecine des familles, est une discipline scientifique et universitaire avec son contenu spécifique de formation, de recherche, de pratique clinique et ses propres fondements scientifiques. Et c'est une spécialité clinique orientée vers les soins primaires. Et alors, là, la Société algérienne de médecine générale, depuis 2015, elle a vu ce que se faisait la ONCA. Dans le monde entier, les sociétés savantes en médecine générale ont établi l'arbre des compétences de médecine générale. Et l'arbre fait non seulement les différentes branches qui sont le cœur même de la pratique en médecine générale. Je ne vais pas le détailler, mais je peux vous l'envoyer après. Mais seulement dans notre recommandation, les 11 recommandations, c'est que ce médecin généraliste doit prendre en charge des problèmes de santé non différenciés en contexte de soins primaires, communiquer de façon efficiente et chaque article a des compétences propres à former pour. C'est-à-dire les titres, ce ne sont que des titres de compétences qui doivent être acquises pour être un médecin généraliste. Alors, communiquer de façon efficiente avec le patient et son entourage, prendre une décision en contexte d'urgence et en situation d'incertitude, exécuter avec sécurité les gestes techniques les plus fréquents en médecine générale, médecine de famille, entreprendre des actions de santé publique, assurer sa formation personnelle, ça demande des compétences. Éduquer le patient à la promotion, à la gestion de la santé, à la gestion de sa maladie, évaluer sa pratique, et là, ça rentre dans le cadre de cette évaluation. Travailler en équipe et en réseau lors des situations complexes, aiguës et chroniques, assurer la continuité des soins pour toutes les catégories de la population, appliquer les dispositions réglementaires et le respect des valeurs éthiques, assurer la gestion administrative, financière, humaine et structurelle de l'entreprise médicale. D'accord. Donc là, ça c'est la définition internationale qui a été reprise par la Société algérienne de médecine générale, parce que comme vous l'avez dit, professeur Kliba, on est dans un monde communicant, il y a des vases communicants, les médecins généralistes algériens se doivent d'être au même niveau que les médecins dans le monde entier, l'OCDE ou autre. Alors, je prends une question qui a été demandée, Naya. Oui. Vous voulez poser une question? Oui, mais rapidement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour la définition de la médecine générale, je suis un peu... Merci beaucoup. Bonjour messieurs, dames. C'est pour rester dans la suite des idées de monsieur le professeur Kliba. L'intérêt du médecin généraliste, c'est l'activité du médecin généraliste. Et ceci dit que tout ça se reporte sur le ministère de la Santé. Donc, Madame Gassem, on assure le ministre de la Santé actuel, il assure la continuité du prédécesseur. Donc ce qui a été fait avec M. Benbouzid, et on assure, M. Saïri assure la continuité de toutes les activités qui ont été arrêtées avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Et nous avons toujours travaillé conjointement entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. Alors, j'aimerais juste, parlant des activités, le ministère de la Santé est en train d'élaborer, il a déjà élaboré une feuille de route portant sur le PAM, qui est le plan d'action du malade, où la responsabilité du médecin généraliste est prépondérante. C'est un axe qui est composé, c'est un plan qui est composé de 7 axes, et chaque axe, il relate les activités qui sont rattachées aux médecins généralistes. Donc, je sais que nos médecins généralistes actuels et futurs, ils vont avoir du travail par le biais du ministère de la Santé concernant pratiquement toutes les activités, en commençant par dire qu'il est référent, que c'est un médecin de famille.
Donc il y a un arrêté qui a été élaboré par rapport au médecin référent et dont la validation est secrétariat général du gouvernement et qui va être publié très prochainement. Voilà ce que je voulais dire et ça c'est très important. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Alors c'est vrai, il y a une chose qui est très importante. C'est entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé, la place de ce médecin de première ligne. C'est 90%, il y avait celui de la classe qui était là, et j'ai des chiffres qui sont extraordinaires. Dans la prescription, dans les actes invisibles du médecin généraliste, c'est 10 fois plus, voire 15 fois plus par le médecin généraliste. Et donc le verrou pour améliorer la santé de la population, et c'est ça notre objectif à tous, c'est que d'améliorer ce médecin par la formation initiale et aussi par la formation continue de ceux qui exercent. Est-ce qu'il y a une question sur la définition de la médecine générale? Oui? C'est la nouvelle définition. C'est la nouvelle définition. L'ancienne définition, je dis. Quelle est l'ancienne définition? Alors, il y avait une définition européenne. La définition européenne pour faire la différence. Oui, alors, il y avait une définition européenne, elle est longue. Et c'est elle qui a inspiré un peu ce qui se fait dans le monde. Mais là, on se maintient à ce qui est d'actualité pour arriver à ce que le médecin généraliste algérien soit le même ou de qualité que les autres médecins dans le monde entier. Si on veut la meilleure qualité de soins pour notre population. Alors, je passe, s'il n'y a pas une autre question, parce que le temps presse. On a dépassé le temps, tu prends juste la dernière. Tu prends la dernière rapidement, s'il te plaît, Younes. De la... Docteur Chala, tout à l'heure, je pense que tu n'as pas assisté. Il y a eu tout à l'heure un panel de discussion qui a traité du parcours de soins. Oui, oui. Voilà. Non, mais écoutez, j'ai commencé par la loi du ministère de la Santé et des tâches du médecin généraliste. J'ai commencé par là. Mais ça. Non, mais les tâches du médecin généraliste par le ministère de la Santé, c'est eux qui règlent les tâches. Mais seulement, écoutez, s'il vous plaît. Là, c'est la médecine générale en général. C'est-à-dire que public et privé. Hein. Oui. D'accord. D'accord. Merci. D'accord. Avec ça. Alors, je passe maintenant aux propositions de la Société algérienne de médecine générale qui ont été les mêmes qu'on a reproduit. Voyons l'intérêt surtout de la population. Ce n'est pas une valorisation ou une médaille qu'on donne aux médecins généralistes, c'est surtout la qualité des soins de la population qui nous incombe. C'est pourquoi, quand on fait une formation, une spécialisation de la médecine générale, il ne faut surtout pas, et je rejoins le docteur Karaï, c'est dans le sens il ne faut pas oublier la formation médicale continue. La formation médicale continue, c'est le ministère de la Santé. Et la formation initiale, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur. Et ça, c'est un problème. Parce qu'on devrait, et c'est ce qui se fait actuellement entre vous, on devrait avoir un lien très étroit entre l'enseignement supérieur et la santé. Pourquoi? Parce que dans la formation continue, si elle n'est pas valorisée par un diplôme, elle n'est pas valorisée. Les gens ne vont pas se former. S'il y a derrière quelque chose, à ce moment-là, c'est quelque chose qui va les pousser à la formation. C'est pourquoi je vous invite à faire mieux et de vous rapprocher beaucoup plus. Les propositions, je vous laisse. Alors, parce que le temps, j'aimerais bien rester avec vous. Là, sincèrement, c'est une passion. Alors, proposition de la Société algérienne de médecine générale. Là, c'est simple, c'est clair. C'est un cursus universitaire de spécialité sous forme de résidenat en médecine générale, médecine de famille
un DEMS sur une durée suffisante. Quand on dit DEMS, ce n'est pas parce que c'est DEMS, non, parce que tout simplement, après, il y a la formation des formateurs. Et après, on a des professionnels aguerris de cette discipline qui vont former, parce que si on fait une spécialisation sans DEMS, on aura toujours un problème de formateur. Qui va former ces médecins généralistes? Il faudrait que ce soit des gens du terrain qui sont spécialisés, comme toutes les autres spécialités, qui vont former les futurs médecins généralistes. Alors, une spécialité qui répond aux besoins en matière de santé publique, en soins primaires, en englobant les 12 compétences qu'on vient de décrire. Autre chose, des terrains de stage hospitaliers et non hospitaliers. Parce que le médecin généraliste doit être au courant de ce qui se passe au niveau de l'hôpital. C'est important qu'il fasse le parcours des soins. Il sache où envoyer son malade. Des comités pédagogiques régionaux, nationaux de la spécialité, comme des autres spécialités. Un département de médecine générale, là, ça dépend de notre possibilité. Des maîtres de stage, bien entendu, des tuteurs de stage, et une progression universitaire pour les nouveaux maîtres assistants en médecine générale, parce que si on veut la qualité des médecins généralistes, il faut qu'ils soient formés par leur père. Alors, et ça, qui est très important pour ceux qui sont parmi nous, établir un mécanisme d'équivalence de ce diplôme de spécialité pour les médecins généralistes déjà en exercice, à travers une formation continue diplômante universitaire comprenant une évaluation des pratiques professionnelles. Et dans le monde, on parle du DPC. Et le DPC, professeur Tarit en connaît beaucoup de choses. Mais c'est important que nous ayons une équivalence parce qu'à une certaine période, nous allons avoir un spécialiste en médecine générale, spécialiste des soins primaires. Alors, vous voulez dire quelque chose? Je voulais juste dire que, je disais en aparté au professeur Tléba, mais nous sommes convaincus de la nécessité de retravailler sur cette formation. Moi-même, je vais parler de moi, ma thèse que j'ai soutenue en 96, c'était sur médecine générale et prise en charge de l'asthme. C'est pour vous dire que cette problématique, nous l'avons abordée depuis très longtemps, que c'est un souci pour nous tous, même en étant hospitalo-universitaire. Je reviens maintenant à ce troisième cycle. Vous étiez, M. Tafat et M. Hadid, vous étiez en décembre dernier, et nous avons dit que, ce troisième cycle, nous mettons en place, nous souhaitons que ce troisième cycle soit mis en place, que le contenu, la durée, etc. doivent être étudiés, analysés, comme on fait dans toutes les formations, c'est-à-dire qu'on travaille avec ceux du terrain, on travaille avec tout le monde, et on voit ce qui se passe ailleurs, et on travaille sur un profil de compétences, en insistant sur les acquis de compétences, pas du théorique. Donc là, il est important également, et comme dans tous les cursus de médecine générale, il est prévu des formations, stages hospitaliers, stages extra-hospitaliers, et dans le stage extra-hospitalier en cabinet, c'est comme la conduite de la voiture. Il y a l'assisté au départ, ensuite on lui fait de l'accompagner, ensuite on le lâche seul, on laisse l'apprenant seul, pour vérifier qu'il a véritablement acquis, et nous aurons gagné quand à chaque fin d'année, et j'espère que même pour le reste du résidenat ça se passera, c'est la généralisation des écosses, parce qu'il n'y a qu'à partir des écosses que vous pouvez, disons, apprécier les compétences acquises. Ceci dit, pour le cursus qui est, bien sûr, il va avoir un DEMS, il va avoir tout. Maintenant, la problématique qu'il y a deux grandes problématiques. Un, c'est l'ancrage juridique de cette nouvelle, de ce nouveau métier, parce qu'évidemment, il faut revoir les textes avec la fonction publique, comment les gens vont être payés, est-ce que les facultés peuvent... parce que si vous avez une promotion de 1500 étudiants, il doit y avoir 1500 postes de spécialité, par exemple, qui doivent être donnés. Ça, c'est clair. Après, on nous a dit, et ceux qui veulent changer, parce que là aussi, il y aura tous ces petits problèmes à gérer. Maintenant, ça, c'est pour la formation du médecin généraliste spécialiste. Quant à la définition, évidemment, quand il y aura le travail, on s'entendra sur la définition, il y a une définition internationale, etc. Ceux qui sont déjà sur le terrain, monsieur, le collègue de Tunisie, vous avez complètement raison, c'est pour ça que ça a été notre souci, on ne veut pas jeter les gens en pâture. Il est important que les lois soient définies, rédigées, et que pour les collègues qui sont déjà sur le terrain, qu'il y a une valorisation des acquis de compétences, c'est-à-dire que
probablement maintenant travailler sur le fait que le développement professionnel continu et non la formation médicale continue soit le souci des facultés de médecine en collaboration avec le ministère de la Santé, et que les centres de formation FMC privés, etc., madame, peut-être qu'il faudra faire le ménage. Je le dis publiquement. Probablement, il faudra aussi mettre le nez là-dedans et voir, parce que comment on peut donner une attestation et une compétence à quelqu'un si ça ne vient pas d'une faculté et en même temps avec un ministère de la Santé. Donc là aussi, c'est très important. Donc il y a tout un travail évidemment à faire avec les gens qui sont déjà sur le terrain. Probablement qu'il faudra, comme a dit le professeur Tliba, quand un médecin généraliste laisse sa consultation publique ou même sa consultation libérale, qu'il ferme son cabinet et qu'il vient assister à une formation, il faut trouver un moyen, de valoriser le fait qu'il a assisté, donner des crédits et qu'au cours des congrès, maintenant, on apprenne également en Algérie, comme ça se fait partout dans le monde. J'ai assisté à un atelier de je ne sais pas quoi, et bien ça me donne 20 points. Et bien je note mes 20 points. Et à ce moment-là, mais il faut pas, ce n'est pas des attestations qui vont être données comme ça en l'air. Mais il est important que le développement professionnel continu soit pris en charge par l'enseignement supérieur également. Ça, on ne peut pas y échapper. Je sais qu'au ministère de la Santé, on s'occupe beaucoup de paramédicaux en matière de formation. Il y a les CES également. Mais il faudrait que ce développement professionnel continu soit... Je sais que de toute façon, le lien a été fait, donc on a beaucoup d'espoir. Oui. Et ce qui nous manque, madame, aussi également, et je pense que vous êtes en train d'y travailler, ce sont les fiches métiers. Il faut les fiches métiers de toutes les catégories de personnel, de l'aide-soignant, je me dirais même de technicien de surface, jusqu'au docteur spécialiste. Parce que les fiches métiers par catégorie, par spécialité, etc., on ne les a pas, et ça c'est important. Alors, merci, je vais jouer un peu le mauvais rôle. C'est pas pour freiner, au contraire, c'est pour avancer, mettre des balisés, mettre des garde-fous pour ne pas aussi glisser dans le mauvais sens. Écoutez, donc, la médecine générale, on a dit, c'est acquis, c'est clair. Ouais, c'est pas la peine qu'on tourne en rang, premièrement. Et deuxièmement, chacun a son rôle. Le ministère de l'Enseignement supérieur, il y a des spécialistes, des experts pour faire les programmes, pour faire l'ancrage juridique, etc. Ils sont conscients et je suis certain que les choses seront faites selon les règles de l'art, des premiers responsables à tous les responsables des deux instances, de toutes les instances du gouvernement, les choses sont. Moi je pense notre rôle, le rôle de tout le monde, des praticiens, est de voir la faille et les erreurs et d'anticiper, pour ne pas encore une fois, et surtout de contextualiser. On parle des collègues tunisiens, j'ai eu la chance, invité par mon collègue, mon ami, le doyen de Sfax, qui était quand j'étais déjà en fonction, je suis venu à plusieurs fois, et j'ai assisté, j'étais agréablement surpris d'assister à des réunions de la médecine générale organisées par la CNAM, c'est ça, l'assurance maladie. Et c'est eux qui sponsorisent, et c'est eux qui assurent, et qui donnent des protocoles et des orientations, parce que c'est un organisme payeur. Nous, on parle de gratuité des soins. C'est un slogan, c'est très beau, mais quand on dit gratuit, est-ce que c'est vrai? Il y a toujours un payeur quelque part. Il n'y a pas de gratuit, on ne vous offre rien, il y a un payeur. Mais ces payeurs, on doit lui rendre compte. Et le problème, on n'est pas en train de rendre, pas seulement les généralistes, là je parle du système de santé, on ne rend pas compte à nos organismes payeurs qui sont les assurances et bien sûr l'État, la caisse publique. Il faudrait qu'on rende compte. Et pour rendre compte, ce qu'on appelle l'obligation de résultat, pour rendre compte à ces payeurs, parce qu'il y a des sous, ça engage donc des efforts de l'État, etc., il faut codifier, il faut des référentiels, les fiches, les fiches, et puis après les référentiels, et surtout la codification. C'est pour ça que je vous ai dit, je pense que le combat doit être centré sur la codification des soins. Quand on voit toute la codification, je suis neurochirurgien, pourquoi je vais recevoir quelqu'un qui a des lombalgies ou qui a des céphalées? Par contre, si on balise avec les organismes payeurs, que ce soit les assurances, que ce soit les mutuelles,
ce soit la sécurité sociale, etc. Voici le référentiel. Si le patient, il a été consulté par un spécialiste pour une céphalée, je ne le rembourse pas. Il doit être consulté par un généraliste. Et là, toute la dynamique va rentrer dans l'ordre. On a parlé des offres de soins, des parcours de soins, de la hiérarchisation des soins. C'est une manière de mettre de manière un peu militaire, réglementée, d'hiérarchiser les soins. Et ça ne peut pas venir de manière spontanée. Alors, je reviens sur un peu, c'est-à-dire une des activités principales que la Société de médecine générale doit. Quels sont les actes qui doivent revenir à la médecine générale? Moi, je pense qu'il faut recentrer sur ça. Quels sont les actes où le médecin généraliste doit intervenir? Toujours, encore une fois, il faut parler de l'existant, de l'actuel, et il faut parler du futur qui est proche. L'existant, aujourd'hui, quels sont les actes qui reviennent pour valoriser? Parce que souvent on parle de valorisation pécuniaire, médecine générale. Tous les étudiants, quand ils démarrent, ils te disent « je veux être spécialiste ». Non, c'est une valorisation, parce que dans la vie, comme vous le savez très bien, quand quelqu'un, on se valorise par le travail. Quand quelqu'un travaille, il tire vers lui, il est valorisé. Quand il lâche, on sent qu'il n'y a pas un grand besoin. Alors, la médecine générale, on a été toujours traité par des médecins généralistes et on est satisfait. La médecine générale, elle doit prendre sa place. Ça va nous soulager. Et puis, ça va donner de la valeur à la médecine générale. Encore une fois, c'est des balises que j'essaie de mettre. Il ne faut pas aller vers la fuite en avant avec médecine générale maintenant. Parce qu'en Tunisie, par exemple, je connais assez bien l'expérience tunisienne. Vous savez que dans le concours à partir de la 6e année, ce qui a été publié dernièrement, je parle sous contrôle des collègues tunisiens, pour choisir la médecine générale, on n'est pas obligé d'être classé. C'est ça, vous êtes d'accord avec moi? On choisit la spécialité quand on est classé et le restant de la promotion fait médecine générale. Déjà, là c'est une... Moi, je ne suis pas d'accord. C'est une manière de stigmatiser. Ça veut dire ceux qui ne sont pas reçus. Et ça, il démarre déjà avec un complexe. Un complexe d'infériorité. Je classe tout le monde. C'est un choix. Je suis classé premier et je fais médecine générale. Mais pour que je choisisse médecine générale, il faudrait que je sache quelle est ma place dans la société, dans un système de soins. Et pour connaître ma place, je dois avoir un référentiel et je dois avoir aussi une codification. Et voici la grande part de la médecine générale. Je ne sortirai pas de ça. Je ne vais pas opérer une tumeur du cavum ou du cerveau, mais tout le reste, je le fais. Voilà, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors c'est vraiment la dernière intervention parce qu'on est vraiment en retard. Je vous remercie, ça a été excellent, c'est un rêve qu'on rêve depuis des années, on a l'espoir d'y arriver à ce jour. Vous en avez dépensé, professeur Tliba, et je vous remercie. C'est vrai que, imaginez, on est à 1500 étudiants, on a un examen classant, je fais mon examen au concours et je ne l'ai pas. Est-ce que je vais faire la médecine générale en tant que spécialiste ou est-ce que je reste docteur en médecine comme ça? Ça, c'est un point essentiel que beaucoup d'étudiants se posent comme question. Si on met la médecine générale en tant que spécialité, pour ne pas arriver, comme vous venez de dire, par rapport à la Tunisie, est-ce qu'elle fait partie des examens classants? Ça veut dire que si je passe mon concours et je ne l'ai pas, je deviens quoi? Non, c'est une... Oui. S'il vous plaît, on a dépassé le temps, déjà presque 1 heure. On a dépassé le temps. Oui. En clôture parce qu'on a dépassé le temps. Non, on a dépassé le temps. السلام عليكم. انا الممثل نفسي ندخل مباشره دكتور بالليل، طبيب عام، طبيب في القاعده، طبيب صحه عموميه، عضو مؤسس للجمعيه الوطنيه للطب العام دوبي 2009. سمحوا لي باعث بالله الصراحه دوبي 2009 او 2022 رانا توجور ندوروا السلك فاضي ما خرجناش منه. انا كطبيب عام تصنت لي سي دكتور طافات، راك تمثلنا تصنت لي ما تبعش النظر ناقص ركز معايا مليح. انا باش نقول للساده الاساتذه المحترمين بدات نومات سي غراس ا فوكو نو سوم لا. شايلين هذا كان من جهه قانونيه.
عندي طرح اشكال، عندي طلب معلومات من الجهه الوصيه، وعندي اقتراح حلول. طرح اشكال، ما هو طرح الاشكال؟ هي نروحوا نقولوا سمحوا لي اثنين جوج مو. وحدين في الساحه العموميه لا نونستيتير تسميها طبيب عام، وحدين في وزاره التعليم العالي تسميها دكتوره في الطب. انا كطبيب في القاعده تفهموا بيناتهم خرجوا لي مصطلح. نروحوا لوزاره العدل، وزاره العدل لا طونش لا شوز. الطبيب العام عند وزاره العدل عندما يكون خبير قضائي يسموه طبيب عام مختص الطب العام. دو سيت فيت لا جو روند اوماج او وزاره العدل حافظ اختيار طرونشاها عند القضاء يسموه مختص الطب العام، وهي جهه قضائيه مختصه. علاش نحط واحد الاشكال؟ باسكو الساده المحترمين جبتوا هذا الاشكال القانوني بين قوسين نفهم شويه في القانون. دونك هذا الاشكال القانوني الساده الوزاره الوصيه الله يخليك فيريفي مليح. في الوزاره من ناحيه وزاره الصحه العموميه يسمونا اطباء عمون، وزاره التعليم العالي يسمونا دكاتره في الطب، والعدل يسميني مختص في الطب. الاقتراح الاول شويه الاخ قال لك الشاوله الطبيب العام ضروري. الطبيب العام حنا يفو با شاجي دي 14 كاينه منظمه عالميه عرفاتها وعطات التعريف تاعها وني دون لوبليغاسيون دو سويفر. تقول لي شنو يدير عندك دي 12 كومبيتونس اون دوا لي سويفر. تقول لي اسكو كان كومبلكس جو ريغريت انفينيمون جو سوي با كومبلكسي جو سوي ميدسان جينيراليست حتى في المغرب جو سوي فير دو لاتر. وحنا نديروا لاباناج دو كادر كورسون دو لا سونتي والساده تاع وزاره الصحه العموميه تخبرك باللي الاطباء العامون شادين صحه 100%. ولكن سطر تحت ولكن الطبيب العام راه يحوس يطلع في تعبات الدروج، راه يفو ديفلوبي سا ميديسين يطلعها يولي على ليماج دي بيي دو موند. بالسيستم الحالي نبقوا توجور في الرداءه. ونختمها كلمه تاع السيد رئيس الجمهوريه الجزائر الجديده، الجزائر الجديده، الجزائر الجديده تبدا منه. السلام عليكم. Dans l'obligation de remercier d'abord les communicants. Moi, au nom du président de la société du Bureau national, je vous remercie et je vous propose notre aide pour avancer dans les différents thèmes qu'on a discutés. Parce que vous avez besoin de nous pour les besoins, pour les compétences, pour développer ses compétences et pour évaluer ses compétences et pour le DPC. Je vous remercie infiniment, je remercie mes confrères et collègues. Je vous remercie à l'assistance, j'espère, c'était l'atelier d'abord de la spécialisation. J'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter pour d'autres sujets. Inch'Allah. Au revoir. Donc on vous invite à la pause café de 15 minutes.